Je salue la décision de l'Allemagne sur le sujet des chars lourds. Elle permettra de renforcer les capacités militaires ukrainiennes en matière de combat blindé. Nous avons été particulièrement réactifs aux demandes de l'Ukraine en la matière. Début janvier, le président de la République avait initié une dynamique en annonçant la livraison de chars légers AMX-10 RC. La décision allemande renforce et amplifie le soutien engagé. S'agissant des chars Leclerc, nous poursuivons l'analyse avec le ministre des Armées. La question de l'aide à l'Ukraine ne se limite pas à tel ou tel équipement. Chaque pays dispose de domaines d'excellence comme la défense aérienne et l'artillerie pour la France, et il est important de bien nous coordonner. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces envois d'armes, de blindés maintenant, les Léopards pour l'Allemagne, les Challenger pour le Royaume-Uni, les Abrams pour les États-Unis? Les Abrams pour les États-Unis ont annoncé qu'ils les livreraient dans 3-4 mois, oui. À l'automne. Les Allemands, par contre, les Anglais, etc., c'est là en mars, fin mars, début avril. Pas pareil. Là aussi, il y a un jeu, hein. Il y a un jeu américain. Allez-y, envoyez des chars. On l'a bien vu d'ailleurs avec Olaf Scholz, qui l'a pas annoncé tout de suite. Hein, il attendait, en gros, que les Américains l'annoncent, mais les Américains ont été malins, ils l'ont annoncé, mais ils ont dit mais allez-y en premier, messieurs les Allemands, allez-y, passez avant. Bon, ils sont quand même prudents. Et ce matin, moi je lis le Télégraphe en Angleterre et on apprend que la France, elle pourrait livrer des avions de combat, Mirage ou Rafale. Ce qui est une étape supplémentaire encore. Peut-être parce qu'on s'en voudrait de ne pas livrer des chars Leclerc, parce que pour l'instant, on en a tellement peu, on en a 220 et la moitié sont en réparation, que si on livre des chars, et on n'en produit plus depuis 2008, hein, donc si on livre, nous, des chars Leclerc, c'est une perte sèche, alors qu'on n'en a déjà pas beaucoup. Qu'est-ce que j'en pense fondamentalement? C'est une folie furieuse. Une folie furieuse. C'est le chemin vers la Troisième Guerre mondiale. Il faut dire les choses. On alerte depuis des mois. Le problème, c'est qu'ils avancent vers la Troisième Guerre mondiale. On n'est pas face, cette fois-ci, à la Libye ou à l'Irak. Non, on est face à la première puissance nucléaire mondiale, la deuxième armée du monde. Quoi qu'on dise, c'est la Russie. J'ai vu la ministre des Affaires étrangères allemande hier dire « on est en guerre avec la Russie ». Alors c'est amusant que vous parliez de ça parce que justement sur les réseaux sociaux, il y a eu une contextualisation de sa déclaration. Elle ne voulait pas vraiment dire ça. Et puis d'ailleurs, de toute façon, elle n'a pas les prérogatives qui lui permettent de dire ça. Donc il y avait des messages dans tous les sens. C'est Julien Pain qui a dit ça? C'était pas Julien Pain, c'était en anglais, donc j'imagine que c'était pas lui, même s'il est bilingue. Mais... Oui, mais c'est jamais grave. C'est jamais grave. Comme les effets secondaires, c'est jamais, faut recontextualiser sur le Covid, c'est jamais grave non plus. Bien sûr, mais si, c'est très grave. Et la Russie vient de répondre à l'envoi de chars en disant « on considère que vous êtes maintenant partie intégrante du conflit ». Ça s'appelle co-belligérance. Ça. Donc, à un moment, il faut quand même revenir sur Terre. Ça veut dire une guerre mondiale. Donc, et la guerre mondiale, c'est pas un jeu vidéo. Hein, parce qu'il y en a, j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo. Vous savez, les guerres mondiales ont toujours été déclenchées par des oligarchies qui y ont intérêt. Et c'est pas elles qui vont aller se faire trouer la peau sur le champ de bataille, dans les tranchées. C'est pas elles non plus qui enverront leurs enfants, leurs fils, pour aller se faire trouer la peau. C'est les enfants des ouvriers, des paysans, et des classes moyennes, des petites gens qui n'auront pas le choix d'y aller. C'est ça la guerre mondiale, c'est ça la guerre. C'est ça la guerre, et c'est des morts, et c'est beaucoup de morts, et c'est beaucoup de souffrance, et c'est beaucoup de misère. Et c'est des traumatismes. Donc, il y a des familles en deuil, enfin, c'est une horreur totale, je veux dire, j'ai pas besoin de le dire quand même. Donc, ça parce qu'on l'a pas vécu depuis longtemps, qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, j'appelle vraiment à ce qu'on revienne sur Terre. La France doit avoir maintenant un rôle de désescalade et d'apaisement. Le problème, c'est que la France est enserrée aujourd'hui d'un côté, elle a un fou, Macron. Ensuite, elle a une dingue, Ursula. Ensuite, elle a l'OTAN, une dinguerie. Donc, un fou, une dingue et une dinguerie, ça donne une guerre. Donc, c'est ça le problème. La France de Villepin, la France du général de Gaulle, c'est la France de l'apaisement. Qui est un peu d'ailleurs incarnée paradoxalement aujourd'hui par Donald Trump. C'est lui qui a ce discours aujourd'hui.
C'est lui qui a appelé à la fin de cette folie, je le cite, hein, et à la paix. Parce qu'il a dit, lui, après les chars, ce sera les armes nucléaires. Et moi, je me demande très, très sincèrement, je me demande d'ailleurs si on ne va pas finir par donner notre porte-avions Charles de Gaulle à Zelensky. C'est marrant parce que c'était une question que j'allais vous poser. Oui, mais c'est tout à fait possible. Puis qu'est-ce qu'il en fera? Bon, il donnera ses copains mafieux, corrompus, et puis ça finira sur des comptes offshore, tout ça. Ce pays, en plus, on donne tout ça à un pays corrompu qui est embourbé en ce moment même dans un énorme scandale de corruption, avec ils démissionnent tous, les ministres, les gouverneurs, ils sont tous corrompus jusqu'à la moelle, et on leur donne maintenant ça. Donc, l'apaisement, ça veut dire qu'on se met autour d'une table, qu'on revient sur les accords de Minsk, que cette fois, on ne fait pas semblant de vouloir faire respecter, on le fait vraiment. On discute du statut de neutralité de l'Ukraine. Je veux dire, tout est encore faisable. Tout est encore faisable. Mais à condition de se libérer, au moins avant même qu'on le fasse, parce que je ne pense pas que Macron va faire le Frexit ni sortir de l'OTAN, il faut être raisonnable, mais au moins mentalement s'en libérer déjà. Se libérer d'Ursula, dont on se fiche complètement, et se libérer des pressions de l'OTAN, être la France. Et on sera suivi. Et il y a énormément de pays dans le monde, en Afrique, sur le continent asiatique, d'Amérique du Sud, et même des pays européens et des peuples européens qui n'attendent que ça, qui attendent une vraie initiative forte de paix, claire et lisible, et qui disent stop à l'escalade. Moi, j'arrête d'envoyer des armes. J'arrête d'envoyer des milliards. J'arrête tout ça. Votre discours, Florian Philippot, il est évidemment très séduisant parce que la paix, forcément, tout le monde la veut. Mais on a quand même, tout le monde la veut pas. C'est ça. On a quand même le sentiment qu'elle n'est pas possible et que c'est pour cette raison que votre voix est minoritaire. Et je vous propose d'écouter Robert Ménard, qui, il n'y a pas si longtemps, était parfois d'accord avec vous. Le président Zelensky demande des avions, des Rafales. Est-ce qu'il faut les lui livrer? Mais bien sûr qu'il faut le faire. On n'enlève pas à la France les moyens de se défendre. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est la défense de la France. Quand on fournit des armes à l'Ukraine, on ne défend pas seulement l'intérêt de l'Ukraine, on défend l'intérêt de la France en Ukraine. C'est quoi l'intérêt de la France en Ukraine? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Mais là, c'est le maire de Béziers qui parle ou c'est l'agent de la CIA qui parle? Non, c'est une vraie question. Il faut que Robert Ménard clarifie son statut. Vraiment. Vraiment. Parce que ce qu'il dit là, oui, je le comprends. Quand on est un faucon américain, je comprends tout à fait ce discours. C'est celui qu'il faut tenir. Quand on est un faucon américain. Hein. Quand on est normalement un élu du peuple français, qu'on pense un peu décemment et sérieusement à l'intérêt du peuple français, on n'a pas ce discours-là. Hein. Parce qu'envoyer des avions, des missiles à longue portée, ce que veut maintenant Zelensky, et des chars de combat à l'Ukraine, c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'il y a un missile qui va se retrouver sur Moscou. Ou un avion qui va survoler la Russie, bombarder, et c'est terminé. Et c'est terminé. Moscou ne va pas rester les bras croisés, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et ils ne vont pas simplement aller viser l'Ukraine à un moment. Ce genre de propos est totalement déraisonnable. Et je ne sais pas comment ils peuvent s'expliquer. Comment vous expliquez que systématiquement, quand Volodymyr Zelensky demande plus d'armes, personne ne lui dise bon maintenant ça suffit, il faut s'asseoir à la table des négociations, essayer de trouver des accords de paix, il faut aussi faire peut-être des compromis aussi de son côté, puisqu'on a bien vu que la Russie avait pris l'équivalent de 20% du territoire ukrainien, et on imagine bien que sur les territoires qui réclamaient leur autonomie, il n'y aura pas de machine arrière possible dans les têtes des populations, j'entends, puisqu'ils ont été victimes de l'armée ukrainienne pendant longtemps. Pourquoi il n'y a personne qui est au pouvoir dans les dirigeants européens, dans les dirigeants occidentaux, comme on dit, parce que c'est à la mode, pourquoi personne ne lui dit mais c'est pas l'intérêt de ton pays? Parce que Zelensky, c'est un cas compliqué. Parce que Zelensky, à la fois, c'est le comédien qui a gagné au loto. C'est le type qui se retrouve là, mis là, et qui devient président de son pays, et héros international. Il fait tous les tapis rouges, il est reçu partout. Hein, Davos, Mostra de Venise, Cannes, le Congrès américain, etc. À chaque fois, il est acclamé, tout le monde est standing ovation, etc. Donc c'est vraiment le comédien qui a gagné au loto, quoi. C'est un truc, il n'était pas fait pour ça. Donc lui, il est dans une espèce de surexcitation, je pense. Il y a plusieurs raisons, à mon avis, qui expliquent cette surexcitation. Peut-être qu'il la provoque lui-même aussi par certains produits. En tout cas, parfois, il n'a pas l'air net. Il a d'autres modèles pour ça, vous me direz. Et d'un autre côté, il est excité par la situation parce qu'on lui dit « vous êtes le nouveau Churchill », quoi. Donc le type, à mon avis, ne se sent plus.
Donc il a ses chars, donc il demande ses missiles, donc il demande ses avions, et demain il demandera les armes nucléaires et le Charles de Gaulle. Bon. Et d'un autre côté, ça n'est pas que ça, Zelensky. C'est aussi le pantin des Américains. L'Ukraine est vraiment devenue une plateforme, ceux qui ont étudié sérieusement la question, ils le savent. L'Ukraine, aujourd'hui, un tiers des terres agricoles ukrainiennes sont en fait américaines. Il y a des labos américains là-bas. Euromaïdan est largement une mystification, une révolution orange. Et Zelensky est largement un agent américain. Donc en réalité, il est hyper corrompu d'ailleurs par les Occidentaux. Donc en fait, d'un côté, c'est aussi le pantin. Donc le pantin, parfois, je pense qu'il échappe un peu. Moi, j'essaie de comprendre, je ne suis pas dans les secrets des dieux, hein, mais je pense que la créature, parfois, échappe au créateur et devient un peu trop folle et il faut lui taper un peu sur la tête. Ce qu'il avait fait, par exemple, quand il avait dit le missile qui est tombé en Pologne, c'est un missile russe. Or, c'était faux, c'était un missile ukrainien. Donc là, il y a plutôt eu quand même des freins raisonnables. On lui a dit non. Mais il n'a pas démenti. Il continue de soutenir que c'est un missile. D'un autre côté, on l'excite lui. Est sorti récemment l'information que vers mars-avril 2022, il était d'accord pour commencer à négocier la paix, etc., avec la Russie, et qu'en fait c'est l'OTAN qui lui a dit non, il faut se battre, il faut continuer. Donc il y a cette espèce de jeu en permanence, il doit être pris entre deux feux. Moi je ne sais pas comment il finira ce personnage, parce que pour lui, fondamentalement, peut-être qu'il vit une crise d'ego et très excitante, et d'un autre côté, il doit quand même être fracassé du point de vue de son psychisme, parce qu'il est en permanence manipulé dans les deux sens, quoi. Et je ne sais pas comment il finira, mais ça, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, dans ces conditions-là, on n'est pas dans le dialogue normal d'un dirigeant qu'on appelle à l'aide d'autres dirigeants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un type qui a été mis là pour ça. Probablement que si Hillary Clinton avait gagné en 2016 à la place de Trump aux États-Unis, cette guerre qu'on connaît là, on l'aurait eu en 2018. Bon, Trump a figé la situation pendant 4 ans, donc on l'a eu en 2022. Voilà, donc c'est ça le problème. Et quand Zelensky demande, à mon avis, des chars, c'est qu'il a déjà eu les assurances avant qu'il les aura. Et là, quand il demande des avions, je crains qu'il ait en fait déjà les assurances qu'il les aura, puisqu'on a appris aussi ce matin que Lockheed Martin, qui fabrique les F-16 américains par exemple, a déjà prévu d'augmenter sa production pour fournir les pays qui voudront en donner à l'Ukraine. Alors, donc on a l'impression que c'est déjà décidé en fait. Il y a quand même un point qui est rarement évoqué dans les médias du système, j'allais dire, c'est que finalement on fait beaucoup de foin autour de l'envoi de blindés, mais concrètement, si on parle chiffres, les Abrams, les Challenger et les Léopards, c'est moins de 300 blindés pour assurer la sécurité de l'Ukraine sur l'équivalent de 800 km de frontières. Donc je ne vais pas faire un dessin, mais c'est très peu finalement. Ouais. C'est une aide qui n'est pas substantielle en réalité. Donc on comprend bien le symbole, bien sûr, hein, mais finalement, est-ce qu'on ne joue pas aussi un peu à dire à Zelensky, oui, on t'aide, et puis finalement, concrètement, la donne... Moi, j'ai l'impression qu'on donne, mais c'est très vrai ce que vous dites, donc la Russie dit aligner 20 000 chars. Donc, bon. J'ai l'impression qu'on met juste la petite dose suffisante pour mettre de l'huile sur le feu. Vous voyez, sans non plus... déménager complètement nos armées là-bas, Dieu merci d'ailleurs. Mais on met par contre ce qu'il faut juste pour attiser en permanence le feu. Et quand le feu s'éteint un petit peu et qu'on risque d'aller vers la paix, j'ai l'impression qu'on remet à chaque fois une petite dose, un peu d'huile, pour réactiver les flammes de la guerre. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que c'est calculé. Voilà, c'est tout. Après, fondamentalement, oui, l'Ukraine ne peut pas gagner, de toute façon. Et la Russie n'acceptera jamais une défaite. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. C'est ce qu'explique très bien Emmanuel Todd dans son livre qui vient de sortir, La Troisième Guerre mondiale a commencé. Il dit de toute façon, le problème c'est que la Russie n'acceptera jamais de perdre. Et en face, les États-Unis maintenant ne peuvent plus non plus accepter de perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça peut finir très très mal. Ou alors, pas d'autre solution. On prend une initiative de paix. Il n'y aura pas que la France. Il y a d'autres pays qui peuvent jouer ce rôle. Et on a vu peut-être la Chine, peut-être la Turquie, peut-être l'Israël, peut-être. Il faut être capable de discuter avec tout le monde. Tous ceux, je ne sais pas, tous ceux qui semblent en tout cas vouloir la paix. La Hongrie aussi, j'ai vu M. Orban, même si la Hongrie ne pèse pas grand-chose au niveau diplomatique mondial, mais il faut faire avec tous les acteurs de bonne volonté, vraiment. Et les opinions publiques vont devoir jouer un sacré rôle là-dessus. Moi, j'aimerais lancer une grande marche nationale pour la paix. Comment on fait pour... Vraiment transpartisane. Comment on fait pour que les opinions publiques se saisissent de ce sujet et se saisissent, j'allais dire, de manière réaliste de ce sujet,
quand on sait que les médias français appartiennent essentiellement à 3-4 oligarques, dont certains sont extrêmement proches du pouvoir. Sur les réseaux sociaux, mis à part Twitter, qui a un peu évolué depuis la récupération par Elon Musk, tout est extrêmement contrôlé. Sur YouTube, les algorithmes sont contrôlés. Sur Facebook, les publications sont invisibilisées. Comment on fait ? Parce que globalement, les Français ils regardent la télé. Vous savez, je suis de ce point de vue-là très professeur raoultien. Je considère qu'il n'y a pas de baguette magique, pour reprendre son expression. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de réponse claire à vous donner. On fait ce qu'on peut. On informe, vous faites ce boulot-là, moi je fais le boulot. Je crois à cette marche nationale pour la paix qui pourrait réveiller le pays, lui donner un coup de fouet. En même temps, je crois quand même que ça se fait parce que naturellement, les gens ont plutôt envie de la paix que de la guerre, quoi. Et moi, je fais beaucoup de réunions publiques en ce moment un peu partout en France. Je peux vous assurer que ce sujet a monté d'un coup et que les gens aspirent à ce qu'on calme la situation. Et on a encore en tête quand même une certaine France, qui est justement une France intelligente, celle de 2003, celle dont on tenait le drapeau dans toutes les manifestations pour la paix du monde. C'était le drapeau français que les manifestants partout sur les continents portaient quand ils étaient contre la guerre d'Irak de M. Bush. Et à l'époque, je vous rappelle qu'il y avait des conférences de presse communes entre Chirac, Poutine pour la Russie, et l'Allemagne, je crois que c'était Schröder, ou peut-être déjà Merkel, enfin je ne sais pas, un des deux. En tout cas, le chancelier allemand. Et il y avait des conférences de presse communes entre France, Allemagne, Russie, pour la paix. Le général de Gaulle n'a cessé d'œuvrer parfois contre les guerres américaines, on se souvient du Vietnam et d'autres, et il avait raison. Et les gens ont encore en tête quand même cette France-là. Voilà. Et c'est ça qu'on doit réactiver. C'est pas la France seule au monde qui fera la paix, je pense pas malheureusement. Hein. Mais en tout cas, elle pourrait participer d'une coalition pour la paix. Et est-ce que c'est possible avec Macron ? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est possible avec Macron qui paraît dingue, qui paraît fou et peut-être corrompu, quoi. Donc c'est ça c'est ça chez les Français qui, à mon avis, crée un peu de difficulté à s'engager, c'est qu'ils se disent oui, mais on a Macron qui bloque tout. Je leur dis écoutez, on peut forcer les choses. Je ne sais pas. Il y a des articles pour destituer le président de la République. On ne sait pas où ça va nous mener. Ça va peut-être accélérer. Le train de l'histoire peut filer à toute allure et à un moment tout s'accélérer et Macron sera destitué et on aura autre chose à la tête du pays, quelqu'un d'autre. Si je peux me permettre, quand on n'arrive pas à faire voter une notion de censure, on a peu de chances de faire destituer le président de la République. Vous avez raison. Nous avons des députés d'opposition qui sont dans leur très grande majorité des couards. Et des gens qui ne pensent pas à l'intérêt supérieur de leur pays. Je suis désolé. Hein, ils pensent à leur prochaine réélection. Point barre. Et ça, c'est le signe d'une décadence et d'une fin de régime. Mais en même temps, là, on est en janvier 2023. Dans quelle situation on sera dans un mois ? Si la situation s'est considérablement accélérée et dégradée, il est possible aussi que tout s'accélère, et y compris les motions de censure, la destitution du président de la République et l'initiative de paix. Moi, je fais confiance à cela et je dis que le peuple français a un rôle très important à jouer là-dedans. On disait son rôle tout à l'heure sur la réforme des retraites. On a aussi un rôle peut-être encore plus important sur la paix. Merci beaucoup Florian Philippot d'être venu jusqu'à nous une nouvelle fois pour l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez suivre évidemment davantage Florian Philippot, vous pouvez également aller sur sa chaîne YouTube. En attendant, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer juste en bas de cette émission pour améliorer le référencement, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, YouTube ne nous fait pas de cadeaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt, portez-vous bien.